Bien, dans les vidéos précédentes, nous avons donc étudié ce qu'on appelle la nanostructuration de l'eau en domaine de cohérence. Je vous rappelle, c'est une théorie où on utilise le fait qu'il y a de l'énergie dans le vide, donc ce qui suppose d'être en physique quantique, et que cette énergie est sous forme électromagnétique, c'est-à-dire qu'il suppose qu'on quantifie aussi ce champ électromagnétique du vide. C'est pour ça qu'on se place en seconde quantification. N'essayez pas d'appliquer cette théorie à la première quantification, où on ne regarde que la matière. Il est absolument impératif d'avoir ce qu'on appelle un condensat de Bose-Einstein, où la matière s'excite avec l'énergie du vide et les photons virtuels du vide condensent pour former des liaisons entre les molécules d'eau, les obligent à se rester les unes à côté des autres, par ce qu'on appelle en chimie classiquement la liaison hydrogène. Alors, quand le modèle a été publié en 1995 par un groupe d'Italiens de l'Université de Rome et de Naples. Il y avait dans la publication quelques erreurs qui étaient regrettables parce que c'était des erreurs d'une part de frappe, mais aussi des erreurs, disons, de compréhension, c'est-à-dire que tout n'était pas expliqué de façon très claire, ce qui fait qu'on a repris tout ça en 2012 pour faire un article beaucoup plus où toutes les erreurs ont été corrigées. Et quand cet article est paru en 2012, il y a des physiciens qui nous ont dit ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire votre truc c'est très bien, les calculs sont ok, il n'y a pas de problème, mais par contre, vous avez oublié quelque chose. Et ce qu'on a oublié, c'est tout simplement que lorsque vous excitez la molécule d'eau jusqu'à un état qui est de 1932 zeptojoules au-dessus de l'état fondamental, vous êtes très près de ce qu'on appelle le seuil d'ionisation de l'eau. C'est-à-dire que vous êtes très près d'arracher un électron. Alors en fait, comme vous êtes très près, statistiquement, il y a des électrons qui sont effectivement arrachés, c'est-à-dire que l'eau s'ionise. Et cette ionisation de l'eau, elle crée beaucoup d'électrons qui se placent, comme toujours, quand vous avez des électrons libres, ils vont occuper ce qu'on appelle la bande de conduction du liquide. Et à ce moment-là, les physiciens nous ont dit « Ah non, désolé, mais si on prend les propriétés de l'eau liquide en 3D, ça ne peut pas marcher parce que vous, dans votre modèle, vous ne tenez pas compte des répulsions électrons-électrons. » C'est-à-dire qu'on avait fait un modèle où les électrons sont des particules de charge négative et on considérait qu'ils n'étaient jamais en répulsion, ce qui fait qu'on pouvait en mettre autant qu'on voulait dans la bande de conduction. En fait, non, on ne peut pas. Donc il faut modifier le modèle, et ça a été modifié non pas par l'équipe, mais par des personnes qui sont, dont vous avez les noms ici, Siddhartha Sen, M. Gupta et M. Coe. En 2015, ils ont repris ça, et là, ils ont tenu compte des répulsions électrons-électrons. Donc, ça veut dire qu'on va refaire, ils ont refait les calculs, ils ont reconfirmé qu'effectivement, en 3D, il y avait des problèmes pour arriver à l'état de cohérence. Par contre, ils ont montré qu'en 2D, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire que la condensation de Bose-Einstein se fait très bien si on a une eau bidimensionnelle et non pas tridimensionnelle. Donc en fait, ce n'est pas très gênant pour tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, parce qu'en fait, tout reste vrai, sauf qu'il faut considérer que l'eau doit former une couche, des structures en couche et non pas des structures en volume. Alors, vous comprenez bien que pour la biologie, ce n'est pas très grave, parce qu'effectivement, l'eau en biologie n'est jamais de l'eau liquide, c'est toujours une eau que j'ai appelée morphogénique, c'est-à-dire une eau qui se comporte, qui a de la matière dissoute, un petit peu de matière dissoute, et c'est cette matière dissoute qui permet de faire des couches d'eau, et là, sur ces couches d'eau, on peut établir des cohérences de 100 nanomètres par 100 nanomètres, comme on l'a vu. Ce qu'on peut plus faire, c'est faire 100 nanomètres dans la troisième dimension. On peut faire 100 nanomètres ici, 100 nanomètres là. Par contre, là, on est coincé, on est limité à 1 nanomètre. Et donc, voilà, c'est la seule différence, c'est qu'on n'a pas le droit d'empiler dans cette direction. Mais tout le reste, lorsqu'on est sur un plan, ça marche. Donc, vous avez ici la
physique, en gros, quand vous êtes, comme toujours pareil, avec un seul électron, donc, dans la bande de conduction, eh bien, vous êtes avec un état incohérent, et puis, quand vous condensez n électrons, vous avez toujours pareil, un gap de cohérence qui apparaît. Donc là, c'est une physique un petit peu différente, mais on retombe sur les mêmes ordres de grandeur. Voilà, donc ça, c'est la seule, disons, le seul bémol qu'il faut faire attention. On ne peut pas faire ça dans de l'eau liquide, comme ça. Ou du moins, si vous voulez faire ça à l'état liquide en 3 dimensions, il faut arriver de trouver un moyen de produire une eau interfaciale, ce qu'on appelle une eau morphogénique. Donc le meilleur moyen, et ça on sait que c'est possible, c'est de faire appel à ce qu'on appelle les gaz dissous. Parce que les gaz dissous, vous savez que nous vivons sous une pression de 1 atmosphère, d'un gaz qui est constitué, l'air qui est composé d'azote et d'oxygène, et bien cet air et cet azote rentrent dans l'eau. Évidemment, ils ne peuvent pas, ces molécules ne peuvent pas se placer s'il y a une cohérence, ne peuvent pas se placer dans les domaines de cohérence, parce qu'ils briseraient la cohérence quantique. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est faire des nanobulles, donc des bulles très petites, et ces nanobulles ont une surface sur laquelle peut se développer les domaines de cohérence. Donc, si vous voulez mettre de la cohérence dans une eau liquide, qui n'est pas une eau biologique, qui est une eau du robinet ou une eau qui vient d'une source minérale, c'est possible, mais il est important que cette eau contienne des gaz dissous pour amener de la surface sur laquelle on va pouvoir développer la cohérence quantique. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Ces eaux, si vous essayez d'utiliser des eaux et de faire de la cohérence quantique alors qu'il n'y a pas de gaz dissous, bien ça marche très mal. Dès qu'on met des gaz, eh bien tout se récupère. Donc là, vous les voyez. Ça, c'est une nanobule, par exemple, de gaz qu'on peut observer dans l'eau liquide. On voit donc très bien les gaz qui sont dissous dans l'eau, puisque là, par exemple, on a la vibration de la molécule d'eau. Et ici, on a donc les vibrations qui sont caractéristiques des gaz emprisonnés. En particulier, on retrouve la vibration de la triple liaison azote-azote dans l'infrarouge qui signe que dans de l'eau, on a de l'azote, en plus de l'eau. C'est-à-dire que l'eau que vous croyez être pure, ben oui, il y a des gaz dissous, elle n'est pas pure. Comme elle n'est pas pure, il y a des nanobules, et comme il y a des nanobules, on a une surface pour faire la cohérence. Donc ça peut marcher ici. Voilà. Ensuite, évidemment, il a fallu faire ce qu'on appelle, essayer de voir si tout ça c'est compatible expérimentalement. Que c'est bien d'avoir une théorie, mais c'est aussi bien d'en faire des expériences. Et il y a eu la chance, donc, en 2013, de voir la publication d'un livre qui s'appelle Le 4e état de l'eau par Gerald Pollack, qui est un professeur qui travaille à l'Université de Washington aux États-Unis. Et Gerald Pollack a effectivement mis en évidence un phénomène très surprenant. C'est que quand vous prenez donc de l'eau et que vous mettez une surface, on a vu que pour faire de la cohérence, il faut mettre une surface hydrophile qu'on plonge dans l'eau, et qu'on a des billes de polystyrène, eh bien, on voit qu'il y a cette formation de ce qu'on appelle une zone d'exclusion. C'est-à-dire que juste au voisinage de la surface, là où se fait évidemment la cohérence quantique, les billes de polystyrène ne vont pas. Et ça, c'est évidemment très surprenant, parce que d'après la théorie classique qu'on appelle la théorie DLBO, eh bien, les polystyrènes devraient aller dans cette couche. Pourquoi? Parce qu'on a vu que cette couche pouvait faire jusqu'à 0,5 mm d'épaisseur, et il n'y a aucune raison dans la physique classique pour que les billes de polystyrène n'aillent pas là. De plus, l'épaisseur de cette zone d'exclusion n'est pas du tout compatible avec ce qu'on appelle la longueur de Debye, qui est de 1 nanomètre, ou si vous préférez, avec le fait qu'on peut, sur une surface, structurer au maximum 4 couches d'eau, pas plus. 4 couches d'eau, ça fait à peu près 1 nanomètre. Par contre, si vous voulez mettre 0,1 mm de zone d'exclusion, il va vraiment falloir beaucoup de couches. Et ça, c'est pas possible. Donc, on voit cette formation de zone d'exclusion. Et ça se voit avec un microscope, donc c'est une vraie réalité, ça se filme. Et surtout, ce qu'a fait Gerald Pollack, bon, il a fait un modèle théorique, mais qui est très critiqué, et à juste titre, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, les expériences, elles, sont parfaitement correctes,
et n'importe qui peut le faire. Il y a une expérience qui est cruciale, qui consiste à éclairer le verre par de la lumière infrarouge. Je vous le rappelais que quand vous faites la cohérence quantique, se trouve piégé à l'intérieur du domaine de cohérence un rayonnement infrarouge interne à l'eau qui vient du vide. Rayonnement virtuel, bien sûr, hein, on n'observe pas, il est piégé dans le domaine de cohérence. Mais par contre, si j'irradie avec de l'infrarouge de l'extérieur, je vais bien évidemment perturber ce domaine, et on le voit très bien ici. Là, vous avez donc de l'eau qui n'est pas irradiée à l'infrarouge, et là, vous irradiez, vous voyez que la zone d'exclusion augmente considérablement de taille. La taille passe d'ici de 2 cm à 5-6 cm, et puis dès qu'on coupe l'infrarouge, hop, la zone d'exclusion rétrécit. Donc on sait que cette zone d'exclusion, elle est alimentée par l'infrarouge, et l'infrarouge, vous en avez partout autour de vous, c'est émis par les murs d'une pièce, c'est bien sûr émis par le soleil, donc ça veut dire que cette zone d'exclusion existe tout le temps. Elle est associée à l'infrarouge solaire, ou à l'infrarouge qui entoure l'eau, et elle est toujours là. L'autre chose qu'on peut montrer, et ça c'est quand même intéressant, c'est que si la zone d'exclusion est suffisamment importante, eh bien vous pouvez mettre une électrode dans la zone d'exclusion et une électrode à l'extérieur de cette zone d'exclusion. Et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle une différence de potentiel, et cette différence de potentiel est capable d'allumer une ampoule électrique. C'est-à-dire que l'eau exposée aux infrarouges peut produire de l'électricité. Alors évidemment, c'est l'énergie de l'infrarouge qui alimente la pile, et c'est ça qui est bien, c'est comme il y a plein d'infrarouges qu'il y en a partout, on a quelque chose qui ne s'épuise jamais. Donc là, il y a des brevets qui sont en train d'être posés pour exploiter cette propriété de l'eau de cohérence. Alors, la seule chose qui reste à expliquer, là on est un petit peu ennuyé, c'est que Gérald Pollack a fait un modèle donc, pour expliquer tout ça, mais ce modèle, on l'a testé, il y a des gens qui l'ont testé théoriquement, et il y a des problèmes. Il semblerait que ce modèle n'est pas correct. Alors en fait, comment on pourrait expliquer d'avoir une zone d'exclusion? Parce que la physique quantique, comme je l'ai dit, vous arrêtez à 4 nanomètres. 1 nanomètre, vous ne pouvez pas dépasser une épaisseur de 1 nanomètre, il faut rester en couche. Par contre, rien ne vous empêche de faire des multicouches, c'est-à-dire de faire une couche cohérente, puis une couche incohérente où on trouve des ions, des gaz dissous, puis de nouveau une couche cohérente, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que si vous empilez des couches cohérentes de 1 nanomètre, que vous alternez avec des couches incohérentes de 1 nanomètre, eh bien, vous pouvez aller jusqu'où vous voulez. Et à ce moment-là, on aurait de la super cohérence quantique qui serait associée au gaz et au sel dissous. Ce qui veut dire aussi que ces gaz et ces sels dissous seraient eux-mêmes en cohérence avec les domaines de cohérence, et c'est pour ça qu'on parle de super cohérence. Ça reste une hypothèse, mais par contre, elle est tout à fait envisageable et elle pourrait expliquer comment on peut quantiquement arriver à des zones d'exclusion qui sont de l'ordre du millimètre. Voilà donc pour ça. Maintenant, on va passer à une autre vidéo où je vous expliquerai quelles sont les conséquences pour le vivant et non plus pour vous.